7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le politologue, chercheur et enseignant à Sciences Po, Bruno Cotresse. Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre d'études de Sciences Po de la vie politique française. On débriefe ensemble les résultats de ce premier tour des élections législatives anticipées. Alors, je vais donner quelques éléments. On a ce matin 76 députés élus dès le premier tour. À noter aussi cette forte participation. Plus de 66% des électeurs se sont rendus aux urnes. Et une semaine qui s'annonce très intense, Bruno Cotresse, parce qu'on se retrouve avec près de 300 circonscriptions, autour de 300 circonscriptions, ça va être affiné, tout va dépendre de ce qui va se passer dans les prochaines heures, en situation potentielle de triangulaire, c'est-à-dire 3 candidats qualifiés pour le second tour. Qu'est-ce que vous retenez comme ligne de force de ce premier tour des législatives, Bruno Cotresse ? Le premier point, c'est évidemment un échec important, très important même pour la majorité. C'est le premier gros échec électoral au fond des macronistes. Il y avait déjà eu bien sûr les élections européennes en 2019, en 2024 il y a quelques semaines, mais là il s'agit des élections législatives. Donc l'opération tentée par Emmanuel Macron, avec une dissolution qui n'a jamais convaincu fondamentalement, qui a même beaucoup inquiété le pays, c'est une opération qui aujourd'hui est très clairement ratée. La majorité présidentielle pourrait voir son nombre de sièges de députés divisé par au moins 2. Donc un échec très important, premier point. Deuxième point, évidemment, la dynamique du Rassemblement national, au-delà de 30%, 33% à peu près pour le Rassemblement national. C'est la première fois que le Rassemblement national, de son histoire, gagne le premier tour d'une élection aussi importante, les élections législatives. Et puis, troisième point, évidemment, une gauche qui, malgré ses tensions sur le leadership, malgré toutes ces nuances programmatiques, eh bien, une gauche qui a su, en 2024, jouer comme en 2022, le jeu de la candidature unique, ce qui, au scrutin majoritaire, est toujours quand même un avantage. On va voir beaucoup de candidats de la gauche qui ont pu se qualifier au deuxième tour, et il y aura sans doute beaucoup de duels RN gauche dans les circonscriptions dans une semaine. Alors, effectivement, ce schéma du désistement républicain, c'est ainsi qu'il s'appelle, ainsi que ceux dont ses promoteurs l'appellent, c'est-à-dire dans le cas de figure où il y a 3 candidats au second tour et c'est un candidat RN qui est en tête, celui qui arrive en 3e position se désiste, donc c'est le choix qui est fait par la gauche. La plupart de ces candidats, il y a une forte discipline, notamment à la France insoumise. Les candidats qui sont en 3e position vont faire ce choix du désistement. Qu'en sera-t-il des candidats macronistes? On a eu cette consigne similaire délivrée par Gabriel Attal, c'est-à-dire que vous êtes macroniste, vous arrivez 3e, il faut vous désister si le RN est en tête dans votre circonscription. C'est un peu surprenant quand on a entendu pendant toute la campagne les macronistes dire renvoyer dos à dos les deux extrêmes. Oui, ça manque clairement de lisibilité. On voit que c'est tout sauf le Rassemblement national. Maintenant, alors vous savez, d'abord, il n'est pas sûr que les électeurs suivent ces consignes. Et puis c'est vrai que pour le moment, ça manque de lisibilité. On imagine bien dans une circonscription un électeur de la majorité présidentielle d'aujourd'hui à qui on demande d'aller voter, par exemple, pour un candidat qualifié de la France insoumise au second tour. On voit bien que sur les questions programmatiques, ils sont totalement opposés. Ils se sont aussi opposés sur les questions de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Donc on imagine la difficulté pour l'électeur de faire ce pas. Et puis réciproquement, on imagine bien la difficulté également pour un électeur de la gauche d'aller voter pour des candidats macronistes qui proposaient il y a encore quelques heures la réforme de l'assurance chômage sur laquelle Gabriel Attal est revenu hier soir. Donc on voit toute la difficulté pour les électeurs d'adhérer au titre de leurs valeurs au tout sauf le Rassemblement national, parce que leurs intérêts en termes socio-économiques sur les questions programmatiques, alors là, ils sont souvent très opposés. Oui. La réforme de l'assurance chômage, effectivement, dont la réforme qui devait entrer en vigueur ce matin, 1er juillet, donc qui a été pour le moment abrogée dans l'attente de ce qu'il adviendra.
comme un gage finalement donné à la gauche pour valider cet accord de désistement. Mais juste pour aller un petit peu plus loin sur cette question des désistements, du barrage républicain, quels effets ça peut produire? Est-ce que c'est de nature à limiter la casse pour la Macronie dans la perspective du second tour et de limiter le succès pour le Rassemblement national au second tour, Bruno Cotresse? Est-ce que vraiment vous pensez que ça va marcher? Alors ça peut effectivement minorer la victoire du Rassemblement national, par exemple au second tour, et le passage d'une perspective de majorité absolue à une majorité relative. Ça c'est clair, ça peut avoir cet effet, puisque dans de nombreuses circonscriptions, le candidat du Rassemblement national ne pourra pas bénéficier de la division de ses deux opposants. Au second tour, il y aura une concentration de voix sur le candidat qui va rester face au RN, mais on se doute bien qu'il va y avoir de la déperdition, pour les raisons qu'on indiquait tout à l'heure. Donc sans aucun doute, ça peut minorer une victoire du Rassemblement national, limiter la casse pour la majorité. Il faudra voir très précisément ce matin, quand on va reprendre toutes les données, maintenant qu'on a un peu de recul. La casse a déjà eu lieu quand même pour la majorité au premier tour. Il y a déjà pas mal de candidats de la majorité qui ont subi des revers importants ou été éliminés à l'issue du premier tour. Absolument. Est-ce qu'on peut imaginer, soyons un petit peu taquins, Bruno Cotresse, on a le cas particulier de la circonscription de François Hollande en Corrèze. Il arrive en tête de sa circonscription, François Hollande, talonné par un candidat LR, et en troisième position, le candidat du Rassemblement national, qui est assez haut malgré tout, de tête, il est autour de 25%. Est-ce qu'on peut imaginer des désistements du RN pour faire battre la gauche? Est-ce que ça vous paraît plausible, ce genre de scénario? On verra, effectivement, ça sera un scénario un peu bizarre, on va dire les choses comme ça. Sur cette circonscription en particulier, j'étais plutôt sur l'idée qu'il y aurait une triangulaire, parce qu'effectivement, on voit que ça repose sinon sur un message qui est un message assez confus pour les électeurs, mais c'est vrai que, eh bien, c'est triangulaire, la confusion autour de ces triangulaires va sans doute beaucoup occuper nos commentaires pendant les 2 jours qui arrivent. On rappelle à nos auditeurs que c'est mardi soir que nous saurons exactement les configurations de second tour, et ça n'est qu'à partir de mercredi qu'on pourra véritablement faire des projections en siège de ce qui va se passer au deuxième tour. Oui, rappelons que ce sont les candidats qui se rendent en préfecture pour annoncer leur décision de se maintenir ou pas pour le second tour. Il y a les consignes nationales délivrées par les partis, mais après ce sont des décisions locales. On rappelle, les législatives, ce sont 577 élections locales. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Bruno Cotresse, je rappelle que vous êtes chercheur CNRS au Cevipof. Bonne journée à vous.